Bonjour, je suis le docteur Stamboul, je suis psychiatre et je suis spécialisé dans la question de la réduction des risques liés à l'usage des drogues et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Les concepts liés à la réduction des risques sont nés dans le monde anglo-saxon au début des années 80 et essentiellement liés à l'explosion de l'épidémie du sida dans notre monde. Les fondements de la réduction des risques, c'est la santé publique, une politique pragmatique et une politique humaniste qui respecte les droits de la personne. Si l'usage des drogues est un phénomène mondial qui concerne beaucoup de gens, la plupart d'entre eux, bien entendu, ne relèvent pas du soin. Alors, qu'en est-il de la réduction des risques? Ça concerne les lois, les programmes et les pratiques visant à réduire les risques et les dommages liés à l'usage des drogues. C'est-à-dire que c'est une politique qui complète les approches autour de l'abstinence. Ce n'est pas, comme on nous l'a dit souvent, quelque chose qui est contre l'abstinence. L'abstinence, pourquoi pas, mais il y a aussi la possibilité de s'occuper des personnes qui ne peuvent ou qui ne souhaitent pas cesser leur consommation. Et ça apporte des messages, des réponses sous forme de messages de prévention appropriés à tous les usagers, quelle que soit leur situation et à quelque stade de leur parcours d'usage qu'ils se trouvent. Bien entendu, ce qui a fait connaître la réduction des risques, c'est les risques infectieux, les maladies transmises par le sang, mais la réduction des risques, c'est un phénomène global, c'est une politique globale qui ne s'adresse pas, qui ne se réduit pas aux risques infectieux. Donc la définition, probablement pas exhaustive, mais qui est la plus utile, c'est que c'est un ensemble de mesures, de programmes et de pratiques qui tentent à réduire les risques et les dommages, les conséquences néfastes sur les plans sanitaire, social, économique de la consommation des drogues, licites ou illicites, sans avoir l'abstinence comme finalité unique. C'est une politique globale qui bénéficie aux personnes qui consomment, mais aussi à leur entourage, leur famille et à la société en général. Quels sont les principes de la réduction des risques? Donc, comme je l'ai dit précédemment, la réduction des risques est à l'intersection de la santé publique et des droits de l'homme. Ce qui est sa spécificité fondamentale, c'est qu'elle met l'usager au centre du dispositif en le rendant responsable et acteur de sa propre santé. C'est donc une pratique qui est respectueuse de l'homme dans sa spécificité, mais aussi dans sa diversité. Les fondements de la réduction des risques sont universels, mais s'adaptent aux différences culturelles, aux problématiques légales, aux usages différents, aux produits spécifiques qu'on va trouver à peu près partout sur la planète. Ce qui est important dans un premier temps, c'est de cibler les risques. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des risques liés à l'usage des drogues, il faut qu'on se pose la question véritablement de ce dont on parle. Et malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Et je pense qu'il faut vraiment inciter les décideurs, c'est-à-dire les politiciens, mais aussi les institutions, les professionnels, les chercheurs, les intervenants de proximité sur quelles drogues, quels risques, quelles sont les causes et comment les réduire, ces risques. Et c'est c'est un des axes fondateurs de la réduction des risques, de cibler les causes des risques, d'identifier l'intervention appropriée et la démarche à entreprendre. Et vous avez effectivement, en dehors du risque lié au produit lui-même, il y a tout un tas d'éléments contextuels, comme l'âge de la personne, le sexe de la personne, les conditions environnementales, comme évidemment la prison, mais ceci n'est pas une liste exhaustive. La réduction des risques, comme disent les anglo-saxons, c'est cost-effective. Le coût-efficacité est positif. Quand les gens nous disent que ça coûte cher d'acheter des seringues pour les personnes, ça coûte évidemment moins cher que de payer un traitement VIH pour le restant de ses jours. Ce qui caractérise la réduction des risques, ce sont des interventions pratiques, concrètes, efficaces, sécuritaires et rentables. Et qui sont, comme disent encore les anglo-saxons, evidence-based, c'est-à-dire basées sur des preuves. Elles ont un bon rapport qualité-prix, elles sont faciles à implanter, elles ont un impact élevé sur la population et sur la communauté. Et lorsque les ressources sont limitées, dans les pays en développement ou dans des périodes de crise, ces interventions sont à privilégier par rapport aux interventions coûteuses avec peu d'impact. C'est ce que je disais tout à l'heure, mieux vaut payer des seringues que de payer des antirétroviraux. Un autre axe fondateur de la réduction des risques, c'est le côté progressif.
step by step. On a identifié l'importance pour une personne de tout changement positif. Proposer à une personne qui consomme d'arrêter, c'est pas un changement progressif, c'est quelque chose qui peut lui paraître hors d'atteinte. Donc il faut privilégier des interventions avec des étapes successives qui permettent aux personnes de les franchir de façon volontaire. La contrainte n'a pas d'effet sur les changements. Enfermer les personnes pour les obliger à arrêter de consommer, je ne connais pas énormément d'études qui ont démontré le bien fondé. Et il faut aussi que ces interventions soient basées sur les besoins de la personne. C'est-à-dire, on écoute et on essaye d'adapter des réponses qui sont celles qu'exprime le sujet, le bénéficiaire, dans un contexte donné, à un moment donné. Et encore une fois, donc le pas à pas se révèle être beaucoup plus bénéfique. Il faut aussi hiérarchiser les options les plus faciles, essayer de commencer par des objectifs que la personne est susceptible d'atteindre, et mais d'un autre côté, ne pas non plus laisser la personne dans l'abandon, parce que l'intérêt majeur de la réduction des risques, c'est de sauver les vies. Et lorsqu'on est confronté à des dommages irréparables, là, effectivement, on se trouve dans des situations de priorité absolue. Comme je l'ai dit plus tôt, les usagers sont au centre du dispositif. C'est-à-dire, moi, docteur, je ne sais pas ce qu'il te faut à toi sans te le dire et sans t'expliquer. Je reconnais à l'usager son expertise. Moi, j'en ai une qui est liée au diplôme, à mon expérience, et l'usager a aussi son expertise. Et l'Association internationale des personnes qui utilisent des drogues, INPUT, a comme devise quelque chose qui correspond tout à fait à la philosophie de la réduction des risques, qui est « Nothing about us without us », rien sur nous sans nous. Donc, dans les modèles de fonctionnement de structures de réduction des risques, on va par exemple utiliser les personnes usagères comme éducateurs pairs. Ils peuvent être à la fois des modèles, ils sont des médiateurs, ils sont des experts, ils sont des éducateurs. Le partage des savoirs est la seule vraie façon d'avancer d'une façon à la fois légitime et qui parle aux gens dont nous nous occupons. Et cette alliance entre les professionnels et les personnes qui consomment, elle va générer un savoir que globalement, on n'acquiert pas ailleurs que dans ce type de relation. Comme je l'ai dit plus tôt encore, l'importance de la réduction des risques, c'est de rendre au sujet sa dignité et sa place de sujet. Donc, on ne va pas revenir sur la stigmatisation et l'exclusion dont sont victimes les personnes qui utilisent des drogues, du rôle de bouc émissaire qu'ils jouent souvent quand on ne sait pas à qui s'attaquer. Il y a toujours les drogués, ils ont souvent fait quelque chose qui justifie le rejet qu'on leur destine. La réduction des risques n'a pas comme vocation de changer les personnes, c'est de les accepter telles qu'elles sont, sans jugement ni stigmatisation. Les positions moralisantes n'ont aucun effet ni thérapeutique, ni respectueux de la personne. Et donc, effectivement, c'est un travail qui, au-delà du soin, va permettre d'accéder à une meilleure intégration sociale, à une véritable citoyenneté des usagers de drogue. Les droits de l'homme doivent s'appliquer aux usagers de drogue. Ça paraît une évidence quand on le dit comme ça, quand on connaît la réalité, quand on sait ce qui se passe au quotidien, dans l'accès aux soins, dans l'accès aux droits. On sait à quel point, dans le travail, dans la santé, dans la sécurité, l'immense majorité des pays ont des politiques et des législations qui criminalisent les usages. On met en prison, il y a même des pays où on exécute des usagers de drogue. Et bien entendu, la position de la réduction des risques est de s'opposer au châtiment des personnes qui consomment et de faire le choix de réponses qui respectent les droits humains fondamentaux.
dans un certain nombre de pays, on va dire aussi en France, hein, mais généralisons, parlons que dans un certain nombre de pays, il y a des pratiques et des politiques qui majorent les risques. Punir les personnes qui consomment, déjà, on ne connaît pas de statistiques qui aient montré l'avantage de la chose, et de surcroît, punir, criminaliser l'usage, discriminer, avoir des pratiques abusives, d'abord elles sont condamnables, bien entendu, parce qu'elles ne respectent pas les droits humains, et puis, comme on peut l'imaginer, elles rejettent les personnes qui consomment dans la clandestinité, et la clandestinité aggrave les risques et les dommages. Donc si on ne le fait pas pour les droits humains, au moins faisons-les pour la santé publique, c'est-à-dire ne pas discriminer, ne pas rejeter les personnes qui consomment, c'est aussi leur permettre d'accéder à des soins et à des programmes qui leur permettront d'évoluer dans leur comportement. Alors la réduction des risques, il y a encore des gens qui la contestent, alors de moins en moins, parce que de plus en plus on a fait la démonstration que ça marchait, c'est aujourd'hui une politique qui a fait ses preuves. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme d'échange de seringues, d'accueil d'usagers, qui n'ait pas été évalué partout dans le monde. C'est-à-dire ce qu'on nous reprochait il y a de ça, alors ça va faire un paquet d'années maintenant, de faire d'inciter à l'usage en donnant des seringues, d'être des dealers en blouse blanche. Bon, aujourd'hui, les résultats existent. Dans la ville où j'habite, à Marseille, la réduction des risques a permis, et j'ai fait partie des gens grâce auxquels ça s'est produit, d'arrêter l'épidémie de sida chez les usagers de drogue à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire on est passé de 50% de nouveaux cas de VIH en 94 à 18% en 95 et ploum, 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 0% de temps en temps, mais généralement c'est quelqu'un qui vient d'un pays où malheureusement la politique de réduction des risques n'est pas appliquée. Là où cette politique s'est implantée, la contamination VIH par voie sanguine chez les usagers de drogue par voie injectable a cessé, les overdoses ont chuté, la petite criminalité a diminué et les usagers de drogue sortent de la clandestinité, demandent des soins et accèdent à une meilleure citoyenneté. Je me répète un peu, mais c'est bien de le répéter. Donc, comme il s'agit d'approches nouvelles, il a fallu créer de nouveaux outils. Les structures d'accueil de soins, disons, traditionnelles, celles qui étaient organisées autour de l'abstinence, sinon rien, ne sont pas révélées adaptées à la réduction des risques. Donc, il a été nécessaire de créer des méthodes innovantes, des outils différents pour contacter les personnes dont on a pu dire qu'elles sont effectivement une population cachée, les accompagner et les traiter. Et, et ces méthodes, elles évoluent en permanence parce que les scènes d'usage, les produits, les pratiques évoluent et les méthodes suivent un peu toujours l'innovation. Ce contact concret avec ces personnes génère un lien de confiance, et le lien de confiance, alors vous allez me dire c'est vrai dans tout ce qui concerne la santé, mais spécifiquement, il s'agit de gens qui ont, pour la plupart d'entre eux, perdu confiance avec beaucoup de soignants, et la façon dont on va rentrer en contact avec eux grâce à ces nouvelles approches et ces nouveaux outils fabrique de la confiance, et c'est cette confiance qui sera le support du lien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la prévention se renouvelle un tout petit peu et qu'il est possible de fabriquer des messages de prévention adaptés à chaque situation dans un vocabulaire accessible à la personne. On n'est pas obligé de leur parler, charabia docteur, on peut leur parler dans une langue qu'ils comprennent et surtout des propos qu'ils peuvent s'approprier. Alors quelque chose qui est véritablement important dans la démarche de réduction des risques, là encore, c'est pas par hasard que ça vient des pays anglo-saxons, beaucoup de ce vocabulaire est anglais, c'est ce qu'on appelle en anglais le outreach, qu'on traduit en français par aller vers, qui est un principe fondamental de la réduction des risques. Donc les usagers de drogue viennent pas vers nous, souvent avec raison, parce qu'ils sont mal reçus ou parce qu'on n'a pas véritablement de choses à leur proposer qui les intéressent. Et donc, ce qu'on met en place dans les programmes de réduction des risques, c'est qu'on va vers. C'est-à-dire que sous des formes qu'on va définir un petit peu plus loin, on
on essaye de rapprocher nos lieux de rencontre là où ils vivent et là où ils consomment. Ça, c'est ça exige de fabriquer un nouveau métier, hein, qu'on a appelé, toujours pareil, outreach workers, intervenants de proximité, qui ont un savoir-faire, une technique pour aller à la rencontre des personnes. Ça peut être dans la rue, ça peut être dans des squats, ça peut être dans des lieux de consommation spécifiques, etc. Et une autre partie de notre activité, c'est que les intervenants, alors j'ai mis classique avec des guillemets, euh, d'essayer de les rendre un peu sensibles à ces nouvelles modalités de travail et qu'ils modifient un peu leur abord pour que les personnes puissent se laisser approcher, dirons-nous. Donc on a parlé de rendre le sujet acteur de sa propre santé. Là encore, c'est une périphrase qui traduit un mot anglais qui s'appelle empowerment, qui est le renforcement de la personne. Hein. Et donc ça veut dire que nous, les médecins, on va transformer la relation traditionnelle entre le soignant et le soigné. Nous sommes formés à savoir tout face à quelqu'un qui ne sait rien, à parler à l'autre sans lui dire ni ce qu'il a, ni ce qu'on lui fait, enfin le moins possible. Et dans la réduction des risques, c'est le contraire. C'est-à-dire, plus nous formons, nous informons l'autre sur sa santé, plus nous nous servons nous-mêmes du savoir de l'autre et de son expérience, plus on avance et on fabrique un corpus de savoir commun qui est utile à la fois pour la compréhension et la prise de décision. Avancer pas à pas, on l'a déjà dit. Hein, chaque situation nécessite une évaluation. Chaque évaluation, dans chaque évaluation, on essaie de proposer des solutions immédiatement accessibles. On ne demande pas à un cul-de-jatte de courir le marathon. On essaye de lui proposer des choses qu'il va pouvoir accomplir et qui vont avoir des effets positifs, c'est-à-dire le renforcement de l'estime de soi, s'il peut différer des consommations, des choses comme ça. Comprendre et respecter sans juger les modes de fonctionnement du patient, client, bénéficiaire, comme on veut l'appeler. Ça paraît évident quand on est médecin, quand on voit la réalité de ce qui se passe dans la relation habituelle. En tout cas, dans la réduction des risques, si on ne le fait pas, on ne fait plus de réduction des risques. Ne pas projeter nos propres priorités. Ça, c'est la psychiatre qui parle. Euh, ils sont dans une histoire, on va trouver des gens avec des situations très graves et on a l'impression qu'il faut les sauver de ces situations graves. Et eux, ils ne voient pas forcément les choses dans le même ordre que nous, ils ont pas la même hiérarchisation des besoins. Et si on dit c'est ça dont vous avez besoin, ben, ça ne marche pas. Hein. Si on pense quand même que sa vie est en jeu, il faut qu'on l'aide à se protéger, mais en même temps, en respectant le bonhomme le bonhomme ou la bonne femme tel qu'il est et en ne lui imposant pas nos projets qui, de toute façon, si ce sont nos propres projections, ça ne marchera pas. La proximité, ça a à voir avec le aller vers dont on parlait tout à l'heure, hein, dans la relation telle qu'on l'a prise, les psychiatres, ce qui était à l'œuvre, enfin je parle à l'imparfait parce que j'ai moi-même eu cette formation, c'était ce qu'on appelait la distance thérapeutique. En vrai, il y a une distance que nous avons qui est d'ordre éthique, qui est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on respecte le sujet tel qu'il est, on n'est pas dans la complicité, on n'est pas dans la fascination, mais on est dans une vraie proximité, c'est-à-dire on n'est pas neutre, on est véritablement engagé autour, auprès de la personne. C'est ça qui va soutenir la confiance, que j'appelais l'alliance thérapeutique, et ce qui est quand même un item très important dans les recherches, la rétention dans les programmes. Voilà. Et donc, c'est pas facile. Les professionnels tels que les psychiatres ont parfois reçu des formations qui leur permettent de gérer cette proximité. Mais comme nous avons dans les programmes parfois des personnes elles-mêmes issues du milieu, c'est-à-dire des professionnels d'expérience, comme on dit élégamment, c'est pas forcément toujours évident pour eux de gérer la proximité avec des personnes qui ont été leurs collègues dans des coups plus ou moins légaux et tout. Donc, ça s'improvise pas, ça nécessite de la formation et ça nécessite de la supervision.
Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de programmes qui ont de la formation et qui ont de la supervision. Le rôle des pairs. Donc, je répète, mais en le redisant toujours à chaque fois un petit peu sous un autre angle pour bien faire pénétrer les concepts fondamentaux, dans la réduction des risques, le savoir des professionnels de diplôme n'est rien sans l'expertise des usagers. Notre compétence doit sans cesse s'enrichir de la leur, connaissance du terrain, des produits, des pratiques. Vous ouvrez un livre d'addictologie standard, rien de ce savoir-là n'existe pas. Bon, je dis standard, il n'y en a pas énormément, mais les livres qu'on utilise pour acquérir des diplômes vont vous donner des choses passionnantes comme la forme des molécules et tout un tas de connaissances scientifiques. Véritablement, ce qui va être à l'œuvre dans le travail auprès des bénéficiaires va vous être transmis par les pairs eux-mêmes. C'est important dans la rencontre avec les usagers d'avoir des usagers qui peuvent servir de relais, c'est-à-dire vous conduire vers d'autres usagers moins prêts à rencontrer, vous indiquer les endroits, vous donner des informations sur ce qui se passe. Et à partir de ça, il y a la possibilité de réfléchir à la professionnalisation des personnes issues du milieu et de les intégrer aux équipes. Je serais extrêmement soft sur la révolution culturelle qu'a pu être la professionnalisation de personnes concernées dans des équipes de professionnels, peut-être pas tellement des professionnels eux-mêmes, mais des gens à l'extérieur qui voyaient le dévoiement total du sens du soin. C'est évidemment tout le contraire. La présence de professionnels d'expérience à côté de professionnels de diplôme enrichit le savoir et les compétences. Voilà. Et ce qui est important, mais on va encore en reparler, c'est les usagers eux-mêmes doivent s'organiser, enfin doivent. En tout cas, il faut les aider à s'organiser, à être de véritables groupes, soit des groupes d'autosupport, soit des associations pour défendre leurs droits. Parce que, effectivement, ainsi qu'on vient de le dire, leurs droits sont pas véritablement appliqués dans la vie de tous les jours. Je vais parler maintenant du seuil, ce qu'on appelle le seuil d'exigence. C'est un mot un petit peu technique que je vais essayer d'expliciter. Ce qu'on appelle le seuil d'exigence, c'est les préalables qu'il faut pour pouvoir accéder à un dispositif, à une structure. Donc, par exemple, il y a des structures qui sont rejetantes, c'est-à-dire on vous prend pas, il faut quand il y a certaines personnes qu'on refuse. Moi, je connais des cliniques quand je dis méthadone, on dit on prend pas ces gens-là. Voilà, c'est par exemple c'est une structure à haut seuil d'exigence. Il y a des fois où on demande le nom. Alors l'anonymat est dans la loi, donc il faut respecter l'anonymat. Maintenant, peut-être que des fois aussi il faut le nom, mais il faut qu'il y ait des structures où les gens puissent venir de façon anonyme. Parce qu'ils sont méfiants, peut-être qu'ils ont tort, mais en même temps, s'ils le désirent, ça peut être une façon d'accueillir des personnes qui ne viendraient pas. Et structures qui sont payantes, évidemment, ça c'est une barrière qui peut être extrêmement précise pour des gens qui n'ont pas de revenus ou très peu de revenus. Il y a des structures où on attend. La sécurité sociale, c'est une structure à très haut seuil d'exigence. On attend longtemps, on n'est pas bien reçu. S'il nous manque un papier, il faut revenir, re-attendre, re-être mal reçu, etc. Il y a des endroits où les gens ne viennent pas parce qu'il n'y a rien d'intéressant. On voit pas. Les services qui sont proposés ne concernent pas les personnes, donc ils ne vont pas venir, ou l'offre de soins est inadéquate. Là, je viens de faire une présentation caricaturale d'un dispositif dit à haut seuil d'exigence, et évidemment, les gens de la réduction des risques, essayent d'avoir des structures dites à bas seuil d'exigence, où on adapte le seuil d'exigence. La notion d'accueil, elle est fondamentale, c'est la moitié du boulot. C'est-à-dire qu'il faut vraiment des personnes spécifiques qui sont à l'accueil, pas juste pour faire du sourire, etc., mais pour rendre la personne bienvenue, être bienveillant, être à l'écoute, identifier les besoins, pas passer à côté d'un truc, etc. L'anonymat, il faut que ça soit une possibilité. Je sais qu'elle est réductrice. Si on est anonyme, on peut pas. Il y a des tas de démarches qu'on ne peut pas faire, mais si la personne
souhaite qu'on l'appelle Zorro, bah, on l'appellera Zorro, et c'est ça qui figurera sur les relevés d'activité. Gratuit, évidemment, convivial, accueil, convivial, tout ça va. Donc pas de nombreux préalables, c'est-à-dire il y a probablement des rendez-vous qu'il faut faire sur des accueils qu'il faut faire sur rendez-vous, en particulier pour des démarches sociales, mais il faut aussi qu'il y ait un accueil inconditionnel, sans rendez-vous, possible, pour ceux qui ne peuvent pas différer les choses. Et bien entendu, il faut qu'on propose aux personnes des choses qui les intéressent. Alors, je vais donner quelques exemples. Les programmes échange de seringues, c'est un petit peu les programmes emblématiques de la réduction des risques, puisque c'est en fait, si on s'occupe des usagers de drogue, c'est parce qu'il y a eu l'épidémie du sida. Donc c'est vrai qu'on a commencé par les risques infectieux, parce que dans nos pays, on a connu une époque où les usagers de drogue mouraient. Il en est mort à Marseille énormément. La France a été quand même le pays d'Europe qui, à un moment donné, a compté le plus grand nombre de personnes contaminées par le VIH chez les usagers de drogue. Et donc, effectivement, c'est pas nous qui l'avons inventé. De toute façon, en matière de réduction des risques, la France n'a rien inventé. Hein. Ça vient du monde anglo-saxon, ça vient des Anglais, des Hollandais, des Australiens. Il y avait un risque majeur qui était au départ le VIH. Aujourd'hui, bien sûr, on se concentre plus sur le VHC. Et il s'agissait de donner des seringues en qualité et en quantité suffisante. Je dis en qualité parce que là, on revient au chapitre précédent. Si on connaît les pratiques des gens, on s'aperçoit que pour certains, il faut des seringues de 1 cc, d'autres des seringues de 2 cc, du matériel qui va être utile et en quantité, parce que si on n'en donne que la moitié, ben, les gens réutiliseront. Et il y a un gradient clair entre la réutilisation et le risque de contamination. Mais même sans parler des contaminations majeures, les problèmes veineux, les infections de la peau sont liés pour partie à des anomalies dans, la, dans, le, dans les pratiques d'injection. Et donc, bien sûr, gratuitement et dans des lieux adaptés. Il vaut mieux être dans des quartiers où il y a des consommateurs que dans les quartiers chics où les gens consomment chez eux, etc. Donc ça, c'est ça le programme de base. Alors, il y a plein de choses. Ça permet de faire. Les programmes d'échange de seringues permettent de faire de l'accompagnement et de l'éducation aux risques liés à l'injection. Hein, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'information. On peut faire de l'information avec des flyers, on peut expliquer des choses, mais on peut être aussi présent. On a le droit en France, être présent et accompagner, c'est-à-dire faire un petit peu du travail d'éducation pour que les personnes qui souhaitent continuer à injecter le fassent dans des conditions de moindre risque. Et globalement, faire de l'éducation à la santé, de leur expliquer un certain nombre de choses qu'ils ne savent pas. Ils savent plein de choses, mais des fois, il y a des choses évidentes qu'ils ne savent pas. On donne du matériel, donc en quantité, en qualité suffisant, des seringues de différentes tailles. Là, il y a même de différentes couleurs, puisqu'il y a l'idée que si on consomme en groupe, comme rien ne ressemble plus à une seringue qu'une autre seringue, si moi j'ai la rose et que toi tu as la verte, eh ben, au moins si on réutilisera chacun la sienne, ce qui est mieux que pire. Mieux que pire, c'est la devise de la réduction des risques. Donc il faut donner bien sûr des seringues, mais pas que. Des stéricups, c'est ces petites, comme des petites poêles à frire, c'est pour la préparation. Euh, la cuillère, comme on voit dans les films américains, c'est pas top, c'est pas propre. Souvent, la contamination peut se faire en utilisant, au-delà de la seringue, d'autres matériels de préparation. Et donc, partager la cuillère, ça peut être aussi contaminant, en tout cas pour le VHC, que la seringue. Les tampons, alors après, c'est un autre cours, mais un tampon sec après, un tampon alcoolisé avant pour nettoyer, un tampon sec après pour coaguler, se laver les mains, ça paraît des choses évidentes, mais bon, avoir de l'eau stérile, la croyance que l'eau qu'il y a dans les bouteilles en plastique est stérile est une fausse croyance. Elle est peut-être propre, mais elle est sûrement pas stérile, donc il faut donner des flacons d'eau stérile.
il faut expliquer. Alors, il y a les gens qui n'injectent pas, qui sniffent, là aussi. Le partage des pailles a été mis en cause dans des contaminations, en particulier pour l'hépatite C. Donc, il faut informer les personnes, favoriser l'usage unique, proposer des kits. Alors, le truc chic, c'est le roule-ta-paille, hein, puisqu'on avait fait initialement des pailles en tubulure comme pour les perfusions, sauf que c'était tellement génial que les gens les gardaient. Donc il faut quand même quelque chose d'efficace, mais d'éphémère, pour que les gens ne soient pas tentés de réutiliser, de le garder, de le mettre au fond de leur poche, ou sur la table à côté de la pizza d'avant-hier, etc. Donc le roule-ta-paille, c'est une feuille de papier, généralement de petite taille. On en profite pour mettre des messages de prévention dessus. On la roule, et c'est une paille, et on sniffe. Et ça, c'est le truc du moment, mais on a inventé des trucs avant et on inventera des trucs après. Il y a des choses qui apparaissent de, du génie propre des inventeurs et d'autres qui sont liées à l'émergence de nouvelles pratiques. Alors, comme je l'ai dit, outreach, c'est aller vers. Donc, dans beaucoup de cas, pour les usagers qui nous concernent, c'est la question du travail de rue. Le travail de rue, c'est, comme je l'ai dit, aller au contact des usagers les plus marginalisés et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme spécificité. Bon, c'est sûr que dans le travail de rue, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Enfin, j'ai connu des médecins qui faisaient des petits actes médicaux, des pansements, des choses comme ça, dans la rue. En tout cas, ça s'est toujours révélé l'idée que c'est compliqué, que les personnes euh, n'aiment pas qu'on les approche. Bon, faut peut-être pas aller non plus dans des lieux où ça consomme de trop près ou quoi. Voilà. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire dans la rue. Et sinon, notre boulot, c'est quand même aussi d'orienter ces personnes vers le dispositif de droit commun. Souvent, ça va passer là par un autre personnage indispensable dans le dispositif qui est le travailleur social, parce que non seulement ces gens-là sont désafférentés, mais en plus de ça, ils ont souvent pas de papier. Et contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de gens ont des droits dont ils ne profitent pas. Et c'est notre travail de réduction des risques de leur permettre d'accéder à ces droits pour qu'ils puissent permettre euh, d'accéder aux soins. À Marseille, mais dans d'autres villes de France, il existe des distributeurs échangeurs de seringues qui n'ont pas vocation à remplacer le travail humain et le contact, mais à le compléter, parce que bah, nous, on n'est pas là à 3 heures du matin, on n'est pas là, beaucoup d'entre nous ne sont pas là le week-end, alors que même s'il y a des programmes qui justement sont ouverts en dehors des horaires, mais enfin, de toute façon, on n'est pas ouvert 24 heures sur 24, et donc, dans beaucoup de pays où ces dispositifs existent, ils se sont révélés utiles et pas du tout concurrentiels avec le travail des associations, le travail des pharmaciens, mais complémentaires, qui assurent une couverture horaire territoriale aussi, parce qu'il y a des gens qui vivent assez loin des lieux où ils peuvent trouver du matériel. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas venir parce qu'ils ne veulent pas être identifiés comme usagers. Donc, c'est un truc, en France, on met un jeton. Alors, on trouve les jetons dans les associations, mais aussi chez certains pharmaciens. C'est gratuit. Et il y a d'autres systèmes où on met la vieille seringue et il en sort une propre. Et il est utile qu'il y ait des distributeurs avec récupérateurs, parce qu'un des principaux problèmes avec le voisinage, c'est ouais, il y a des seringues qui traînent partout. Donc s'il y a des récupérateurs, ça peut avoir un côté médiation voisinage utile. Alors, donc, quels sont les types de structures? Les bus, les, 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 ce qu'on appelle les antennes mobiles. Hein, programme échange de seringues, ça peut être dans un lieu fixe et ça peut être dans une antenne mobile. Ayant moi-même fondé un bus il y a de ça longtemps à Marseille, je trouve que et dans d'autres endroits du monde, je trouve que c'est un outil optimal parce qu'il est bas seuil, proche des gens. Parce que si on se met dans un endroit qui semble approprié parce qu'il y a des rassemblements de personnes, mais que soudain, après une rafle de la police ou je ne sais quoi, les lieux de rassemblement ont changé, eh ben avec le bus, on peut se déplacer, se remettre à proximité des nouveaux lieux, etc. C'est un lieu qui est visible, il n'y a pas de stigmatisation, on n'a pas construit une seringue en carte-pâte sur le toit du bus pour indiquer que tout le monde, les gens savent.
Les gens savent. C'est un accueil inconditionnel. La convivialité, elle existe. Bon, c'est sûr qu'on sert du café et des biscuits, mais enfin, bon, c'est voilà. On peut faire des soins parce qu'un un bus, on aménage derrière une salle. Le bus de Marseille donne de la méthadone, par exemple. On peut faire des consultations. On peut s'y donner rendez-vous pour accompagner les gens vers d'autres soins. Donc, c'est tout bien. Les salles de consommation à moindre risque, ça a été un grand débat en France, puisque là, on s'est repris dans la figure, ouais, vous incitez à l'usage. Enfin, la même chose qu'on avait entendu il y a 20 ans sur la distribution des seringues, c'est-à-dire quand je donne une seringue, j'incite une personne à consommer, et quand j'ouvre une salle de consommation, voilà. De mon expérience, j'ai jamais fabriqué d'usagers de drogue en leur procurant des outils de réduction des risques. Les comportements d'injection sont nécessaires à la compréhension. Quand on explique aux gens avec des papiers, des flyers, des trucs, bah, ils comprennent, mais entre ce que j'ai dit, ce qu'ils ont compris de ce que j'ai dit et ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils ont compris de ce que j'ai dit, des fois, il y a des univers qui sont propices à la diffusion des infections. Donc l'accompagnement physique, et c'est des choses que j'ai vues en Suisse, en Espagne, au Canada, c'est un chaînon. On ne dit pas que c'est une solution exhaustive, de toute façon, il n'y a pas de solution exhaustive. C'est un outil supplémentaire dans une palette d'offres. C'est-à-dire le fait de voir concrètement comment ça se passe, la personne qui accepte, hein, qui vient, qui le fait dans des conditions optimales, puisqu'on leur offre du matériel, on leur explique. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on ne touche pas, le piston, comme d'aucuns nous ont prêté l'intention. Et ça diminue les risques. Et dans les statistiques des structures qui existent, je pense à Bilbao que j'avais visité, un tiers des personnes fréquentant la structure étaient rentrées dans une filière de soins dans l'année qui avait suivi leur fréquentation de la salle de consommation. Donc, après moult débats, en France, 2 sont ouvertes, une à Paris, une à Strasbourg, une troisième est en cours d'ouverture à Bordeaux et à Marseille. Voilà, on attend que le maire, qui a déjà changé 2 fois de position, se positionne. Marseille, on est prêt. On a travaillé pendant 2 ans et on sait faire et on va faire. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des associations d'usagers. Hein. Les usagers, dans un certain nombre de lieux, dont la France, s'organisent pour défendre leurs droits, définir leurs priorités et créer leur propre structure de réduction des risques. Hein. C'est donc en France, depuis la loi 2002 de Kouchner sur la démocratie sanitaire, même si être usager de drogue est toujours un délit, eh ben, il existe des associations de délinquants et elles sont même financées par le ministère de la Santé. Donc voilà, il existe des associations de délinquants dont l'utilité a été reconnue comme nécessaire et, euh, et qui font du travail de soutien et d'accompagnement. Ça, alors, la réduction des risques en prison, c'est un cauchemar. Ceux dont je fais partie qui y ont travaillé en prison le savent. On met en prison des personnes parce qu'elles consomment et on imagine qu'en prison, on ne consomme pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de fait à part donner un flacon d'eau de Javel à l'entrée en expliquant que c'est pour y nettoyer des seringues, que de toute façon, on ne va pas leur donner, etc. Donc c'est un véritable problème parce que l'usage des drogues en prison, l'ARDR en prison, c'est une priorité. Les statistiques Pride 2, Prévacar montrent qu'il y a une prévalence 6 fois supérieure en termes de VHC chez les détenus que dans la population générale. Il y a l'initiation peut se faire en prison. Il y a des gens qui vont commencer à consommer en prison. Il y a des gens qui statuent dans des conditions cauchemardesques en prison. La prison est un haut lieu de prise de risque. La loi de modernisation sociale de Marisol Touraine de 2016 dit explicitement que la réduction des risques soit appliquée en prison et la pénitentiaire ne fait rien. Le ministère de la Justice est dans l'illégalité.
La réduction des risques doit être une passerelle vers le dispositif de droit commun, c'est-à-dire on va chercher les usagers de drogue là où ils se trouvent et on doit essayer de leur permettre d'accéder aux structures sanitaires et sociales traditionnelles. Et comme ça ne se passe pas toujours très bien, il faut aussi que la réduction des risques, et par exemple la réduction des risques, propose de la formation et de la sensibilisation aux professionnels pour les adapter à l'accueil et à la prise en charge des usagers de drogue. C'est plus facile d'amener les usagers au dispositif de droit commun que de former les professionnels à changer leur pratique. J'en ai maintenant fini, donc je vous ai présenté la réduction des risques, qui est une approche globale de la question des drogues, qui est une approche pragmatique, qui est une approche humaniste, sans jugement ni stigmatisation. C'est une politique qui a fait ses preuves, qui est rentable et qui met l'usager au centre du dispositif. En termes d'outils, c'est une politique qui a créé des outils innovants, des outils évolutifs en fonction de nouvelles pratiques, de nouvelles épidémies, de nouveaux dangers, qui est pas un appendice, mais qui complète le dispositif sanitaire traditionnel tout en transformant aussi le sens, qui crée de nouvelles professions et qui produit des résultats validés par les preuves. Voilà. Il y a un petit appendice bibliographique et je vous remercie.